Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Vous le savez, depuis hier, la date des élections présidentielles est fixée au 28 juillet prochain. Pour le premier tour, pas de doute, même pour la ville de Kidal, tout sera mis en œuvre pour la tenue des élections à cette date sur toute l'étendue du territoire national. Une décision du Conseil extraordinaire des ministres tenue hier et à propos, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Senko Koulibaly, était sur ce plateau hier pour plus d'éclaircissements. Nous écoutons un extrait de son intervention avec Nyanya Alou Traoré. La convocation du collège électoral en ces jours signifie tout simplement qu'on est suffisamment avancé en termes d'organisation matérielle des élections, en termes d'organisation technique des élections, et que nous sommes prêts maintenant à donner la parole au peuple malien afin que le peuple malien se choisisse un nouveau président au mois de juillet prochain. Donc nous avons fixé les dates pour le 28 juillet. Et la campagne électorale, ce sera du 7 juillet au 26 juillet. Le dépôt des candidatures pour les présidentielles, c'est prévu jusqu'au 28 juin. Et matériellement, techniquement, tout est fin prêt pour qu'il y ait l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Ok. Monsieur le ministre, en évoquant le collège électoral aujourd'hui même, est-ce que vous êtes dans le délai légal? Oui, ce que la loi électorale prévoit, c'est de convoquer le collège électoral 60 jours avant l'élection présidentielle. En convoquant le collège électoral, nous sommes parfaitement dans les délais pour respecter la loi électorale ici au Mali. Élections sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal et dans les représentations diplomatiques, vous confirmez tout cela? Kidal ne constitue pas un cas particulier pour nous. Il y aura les élections à Kidal comme il y aura les élections à Kaï. Mais l'administration n'est pas encore en place, monsieur le ministre. L'administration sera à Kidal comme l'administration est aujourd'hui à Sikasso, à Bamako et à Kaï. Les élections se dérouleront à Kidal comme dans toutes les régions du Mali. Il n'y aura pas de cas Kidal. Il n'y aura pas un vote particulier pour Kidal. Nous allons donner la chance à tous les Maliens ici présents au Mali, mais aussi donner la chance à tous les Maliens hors du Mali, aux réfugiés ou aux déplacés de participer à l'élection présidentielle. Partout où il y a un Malien recensé dans notre base de données, nous allons lui donner la chance de voter pour l'élection présidentielle. Okay. Est-ce que vous avez un message particulier pour nos téléspectateurs ce soir? Le message particulier s'adresse à chaque électeur pour les rassurer et leur dire que pour le prochain vote, chaque vote est important, chaque vote compte et chaque vote sera compté. Il ne faut surtout pas laisser les autres choisir votre président à votre place. L'élection qui vient est très importante pour la sortie de crise et pour l'avenir immédiat du Mali. Donc il est très important que chaque personne, chaque citoyen participe au choix du futur président du Mali. Autre sujet, le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier, a reçu les actes révélés par les opérations de vérification au titre de l'exercice 2011 et courant l'année 2012. Une action conduite par le vérificateur général. Les dossiers font état d'un sombre bilan caractérisé par une perte de plus de 8 milliards et demi de francs CFA. Moussa Fane pour les détails. Plus de 8 milliards 717 millions de francs CFA, c'est le montant révélé par les rapports de cette vérification au titre de l'exercice 2011 et une vérification au titre de l'année 2012 du vérificateur général. Un rapport remis ce matin au procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier. Le document en question fait ressortir des malversations dans les domaines des services domaniels et fonciers, les opérations d'encaissement et de reversement des recettes fiscales au trésor public. Le bureau du vérificateur général estime que ces rapports qui soutiennent les présentes dénonciations de faits ont été suffisamment et sérieusement élaborés avec indépendance, professionnalisme et objectivité. Je voudrais vous assurer que votre bureau compte et continue de peser dans ce domaine. La deuxième remarque, c'est que la remise de ces rapports nous pousse à deux défis majeurs à la justice. Vous le savez comme moi. Le défi de la transparence et celui de la légalité. Pour la première fois, la direction du contentieux de l'État jouera pleinement son rôle dans le suivi du rapport du bureau du vérificateur général. Nous serons chargés dorénavant de suivre tous ces dossiers. Si on doit défendre l'État, il faut qu'on ait tous les éléments dès le départ. La justice est donc saisie pour des montants détournés. Reste à démasquer d'éventuels présumés coupables.
Conférence sur la situation sécuritaire au Mali, une initiative des jeunes de Tombouctou, Gourmararous, Gundam, Diré et Niafenke. Ces jeunes sont réunis en association dénommée Coordination des associations des jeunes ressortissants de Tombouctou. L'objectif de la conférence était d'informer l'opinion nationale sur les actions qu'ils comptent entreprendre pour le retour définitif de la paix dans les régions du nord du Mali. Le point, c'est avec Fademba Keïta. Par cette conférence de presse, les jeunes ressortissants des 5 cercles de la région de Tombouctou réitèrent leur soutien aux autorités de la transition dans leur démarche constructive. Ils invitent la jeunesse malienne, en l'occurrence celle des 3 régions du Nord, à une conjugaison d'efforts pour une sortie définitive de crise. Nous sommes fixés comme mission de pouvoir réunir toute la jeunesse du Mali, en général, et celle de la région de Tombouctou en particulier, pour qu'au moment où nous sommes en train de parler de réconciliation, de dialogue, pour que la jeunesse puisse être là, pour que la jeunesse puisse débattre des vrais problèmes. Qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation-là? Que la jeunesse des régions du Nord en particulier puisse se retrouver dans un cadre, puisse débattre des vrais problèmes, pour que ce que nous avons vécu, pour que les conditions extrêmement difficiles que nos parents ont vécues ne puissent plus se reproduire dans notre pays. Nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous envoyions un message fort, un message à ceux qui encore détiennent des armes. Au moment où notre pays parle de réconciliation, un groupe armé ne peut pas et ne doit pas prendre des armes pour dire qu'il revendique une quelconque portion de notre pays. Selon les membres de la coordination, nous sommes tous responsables de la crise socio-sécuritaire que vit notre pays. Ce regroupement qui a pour credo promouvoir la paix dans les régions jadis occupées par les bandits armés a été créé le 25 mars 2013. Un bureau de 35 membres est chargé de mener à bien les missions de la coordination des associations des jeunes de la région de Tombouctou. À Ségou, le groupe d'animation Action au Sahel GAS Mali a tenu à l'école de Fanzana, dans la commune de Pelengana, son traditionnel camp de leadership des enfants scolarisés. L'édition 2013 a porté sur la scolarisation des filles et la santé de la reproduction. Elle devra participer à l'épanouissement scolaire et au bien-être des enfants. Depuis Ségou, le reportage de Brima Kone. À l'école de Fanzana, l'audience était partagée entre divertissement et messages, comme pour dire qu'au-delà de l'art pour l'art, il y avait de l'art pour l'humanité. Ces sketchs, poèmes, chansons et cette danse ont constitué un pan de l'ambiance éducative qui y a régné. L'événement s'appelle Camp de leadership des enfants scolarisés et l'objectif est de sensibiliser les populations sur la problématique de la scolarisation des filles et celle de la santé de la reproduction. Il est organisé par le groupe d'animation Action au Sahel Gaz Mali dans le cadre du projet Santé-Éducation, un projet financé par une ONG suisse dénommée Yamane Suisse. Malgré les sensibilisations, malgré ce que nous faisons tous les jours sur le terrain, nous constatons que la population ne connaît pas encore les biens fondés de l'abandon de l'excision et l'abandon du couteau. C'est pourquoi nous sensibilisons davantage à travers la voix des enfants, à travers la voix des scolaires, pour toucher beaucoup plus les hommes, les femmes à abandonner l'excision. Ainsi, 14 écoles partenaires de l'ONG Gaz Mali, toutes de la commune de Pelengana, ont été mises en compétition dans divers domaines. La fête a mieux profité à l'école Adama Dagnon qui a pris le dessus sur les autres. Cet établissement est suivi de celui de Sungobougou. L'école de Wereba a bouclé la boucle des distinctions. Et nous restons à Ségou pour signaler la tenue d'une réunion préparatoire des journées de la sécurité routière de la région. C'était lundi dernier, la réunion qui a regroupé les responsables de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer et ceux de la région a permis d'échanger sur les dispositions pratiques par rapport à ces journées prévues les 6 et 7 juin prochains. De Ségou, le point c'est avec Kandesila. Les dispositions pratiques et les modalités d'organisation des journées de la sécurité routière de la région de Ségou ont constitué les points saillants de cette réunion. Une réunion qui a regroupé les responsables de l'ANAGER, l'Agence nationale pour la sécurité routière, les acteurs et les chefs des services techniques impliqués dans la région de Ségou. Dans son discours introductif, le directeur national adjoint de l'ANAGER a cité le contexte de ces journées. Pour la réussite de son organisation, l'implication de l'ensemble des acteurs à quelque niveau que ce soit s'avère nécessaire, surtout quand on sait que l'insécurité routière au niveau de la région prend de plus en plus de l'ampleur.
Et parmi toutes les régions du Mali, Ségou est la région qui a enregistré le plus d'accidents que les autres régions, particulièrement 134 tués sur les routes. Donc c'est ce qui fait que Ségou mérite une attention particulière et en termes de lutte contre l'insécurité routière à travers les campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation et de formation. À l'issue des débats présidés par le directeur de cabinet du gouverneur, la date du 6 juin prochain a été retenue pour le démarrage des journées de la sécurité routière de la région de Ségou. Une occasion pour Oumar Baba Sidibé d'inviter les principaux acteurs concernés à une plus grande mobilisation pour la réussite des journées. Direction Gao à présent, où l'eau et l'électricité constituent des denrées rares. La fourniture se fait à une fréquence très lente. La population fait toujours la queue autour des points d'eau et d'électricité. L'électricité n'est fournie que 4 nuits par semaine. Et pour en savoir davantage, notre équipe de Gao, dirigée par Daouda Zoumana Traoré, a fait le tour de la cité des Askia. Suivons ce qu'il en est. Des centaines et des centaines de femmes, de jeunes garçons et filles attendent en longueur de journée l'eau à Gao. Les quartiers concernés par cette pénurie d'eau sont surtout les 4e et 7e et la cité perdue. À des heures de jour et de nuit, les alentours des points d'eau sont bondés de monde avec des fûts, des bidons, des baignoires et des seaux entassés ça et là. Quand est-ce que ces récipients seront remplis d'eau? Difficile de répondre. Les femmes venaient de 5 heures. Il n'a pas trouvé l'eau jusqu'à l'heure là, 9 heures. Depuis l'événement douloureux de mars 2012, la ville de Gao vit cette pénurie et le mal s'empire. On était à 300 mètres cubes et aujourd'hui nous sommes à 240 mètres cubes. C'est la quantité que nous avons à traiter. Et cette eau à 240 mètres cubes est vraiment très inférieure à la demande. Les quartiers les mieux servis reçoivent des femmes des quartiers défavorisés qui se trouvent à plusieurs kilomètres. Les femmes là, nous fatiguons pour nous charger de l'eau. Pour boire là, c'est trop difficile. À Gao, la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA, représentée par 2 agents, fait face à l'arrêt de 4 grands forages sur 11. Sans oublier les branchements anarchiques par certains habitants. Les gens aujourd'hui, parce que l'eau étant gratuite à Gao, tout le monde se met sur le réseau. De façon, chacun appelle son plombier. Même ceux qui n'avaient pas de l'eau avant dans leur maison, aujourd'hui appellent un plombier, ils créent un trou, ils se branchent eux-mêmes. S'il y a de l'eau à Gao aujourd'hui, c'est grâce au CICR qui fournit 500 litres de carburant par semaine pour le fonctionnement des stations de pompage. Quant à l'électricité, autre maillon du développement, elle est également rare à Gao. La distribution ne se fait que pendant la nuit et jamais le jour. Chaque secteur a droit à 4 nuits de service par semaine. Il n'y a pas trop de charges quand ces gens-là sont finis. Donc avec ça aussi, en ce moment-là, c'était le moment aussi, il fait un peu frais. Nos groupes peuvent prendre à peu près quelques quartiers. On donnait jusqu'à 2 nuits et 3e nuit on coupe. La population a toujours exprimé son ras-le-bol, mais le rythme reste inchangé, sans oublier que la facture n'est pas payée. Moi, mes époux se réveillent à côté de moi à 2 heures du matin pour prendre des bidons. Dans l'insécurité là, traverser 5 ou 6 rues pour aller voir un voisin à moi, le quémander un peu d'eau pour faire venir laver les enfants le matin et donner le petit déjeuner. Vraiment, ça fait mal au cœur. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, fournit là également du carburant pour l'électricité depuis le 6 avril 2012. Aujourd'hui, pour la ville de Gao, nous avons fourni du 7 avril à aujourd'hui 1 416 000 litres de gasoil à la centrale thermique. Il est temps que l'État prenne les choses en main, puisque Gao est reconquis et l'administration s'installe. Présentement, aucun responsable de ces structures n'est sur place. Depuis l'occupation jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes 2 et nous assurons tout. Nous faisons le gardiennage, le planton, le nettoyage, la conduite de l'usine. La régularité de l'eau et de l'électricité peut être subordonnée au paiement des factures par la population et au démantèlement des branchements anarchiques. Là où nous sommes, cette population a les poches vides. Ce peuple est martyrisé depuis 1 an. Ils n'ont pas de source de revenus. Il ne faut pas se mentir. Ils ne sont pas prêts. Et nous, moi-même en tant que maire de la ville, je ne peux pas dire aux gens de contribuer pour avoir de l'eau. En attendant de trouver la solution idéale à ce énième problème de la ville de Gao, la population doit prendre son mal en patience.
Focus santé maintenant, la chronique santé du jour nous parle d'une maladie qui s'attaque à l'os et à la moelle osseuse, appelée ostéomyélite. Le manque d'hygiène, ne pas traiter les infections type angine, l'otite et le non-respect du calendrier vaccinal pour l'enfant peuvent conduire à cette maladie qui détruit les os. Focus santé, c'est une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. Le manque d'hygiène, la promiscuité, le non-traitement des infections récurrentes ou ne pas vacciner correctement son enfant peuvent nous coûter cher. Parmi les risques auxquels ces habitudes nous exposent figure l'ostéomyélite, une maladie infectieuse qui peut partir de n'importe quel point de notre organisme pour ensuite détruire les os. Il y a une infection quelque part, une otite ou une angine. On a des germes à ces endroits et ces germes sont véhiculés par le sang. Donc quand ils sont véhiculés par le sang, ils arrivent à leur cible. Leur cible, c'est l'os. Ils vont se fixer et compromettre la vascularisation de l'os. Et cette compromission va entraîner une nécrose de l'os et tout ce qui va s'en suivre. L'agent pathogène dès le début provoque une fièvre chez le grand enfant, des douleurs du membre concerné, une plaie cutanée ouverte et purulente par laquelle peuvent sortir les os détruits par les microbes. Le nouveau-né et le nourrisson atteints d'ostéomyélite pleureront beaucoup plus et bougeront moins des membres. En service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré, on estime qu'entre mars 2012 et mars 2013, 3,55% des 1208 consultations sont des cas d'ostéomyélite. La maladie à elle seule représente 4,72% des interventions chirurgicales de ce service. Selon le docteur Issa Amadou Touré, tout le monde est exposé à cette maladie vu le mécanisme physiopathologique. Toute infection cutanée ou bien toute infection primaire, qu'elle soit pulmonaire, cutanée, peut être véhiculée par le sang et entraîner l'ostéomyélite. Mais seulement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus exposés. Donc ces sujets sont, vous avez l'enfant, si vous voulez, le nourrisson autour de 4 mois. Vous avez également les enfants de 8 à 12 ans. On a un pic à ce niveau également. C'est des enfants qui commencent à jouer, qui sont turbulents, qui ont des plaies qui ne sont pas souvent traitées et soignées, et qui les expose également à ces infections ostéo-articulaires. Vous avez également d'autres sujets sur le terrain, les sujets comme les drépanocytaires. Vous avez également donc certains sujets qui sont dépourvus de leur rate, par traitement chirurgical. Vous avez également l'immunodépression, qu'elle soit acquise ou innée. Mais ceux qui ont une ostéomyélite peuvent avoir un style de vie qui les a trop exposés. Il y a la précarité d'hygiène corporelle, parce que c'est à peu près une maladie d'hygiène. On n'est pas propre, on fait une infection, ça se complique, on ne soigne pas et ça se véhicule vers les os. Il y a ce qu'on appelle également la promiscuité, c'est-à-dire des sujets qui sont entassés dans une pièce peut-être de 2 mètres carrés, on met 4-5 personnes. Donc il y a facilement une contamination par voie respiratoire. Il peut faire des infections respiratoires qui par la suite se compliquent et donner la maladie. Vous avez également le paupérisme. On dit dans notre jargon, tous ceux qui sont pauvres, généralement, ont une hygiène déficitaire, donc ils sont également exposés à la maladie. La prise en charge de l'ostéomyélite commence par la gestion de la douleur et une administration d'antibiotiques avec très souvent une opération chirurgicale accompagnée d'un suivi biologique strict. En cas d'extradition de l'os détruit, l'organisme est supposé le renouveler. Mais comme le disent les spécialistes, ce n'est pas gagné d'avance et il existe un risque de déformation, de raccourcissement du membre. Traiter correctement toutes les infections, une bonne hygiène et le respect du calendrier vaccinal chez l'enfant permettent d'éviter l'ostéomyélite dont de plus en plus de cas arrivent à l'hôpital Gabriel Touré.
Voilà, c'est tout pour ce 13h. Prochain rendez-vous d'information, 18h et 20h avec Nyanya Loutraouri. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'OATM. À demain, 10h.